Nouvelle édition sur Eden Télévision, mesdames, messieurs. Merci d'être au rendez-vous au menu de ce journal. 24 octobre 2017, c'est la journée mondiale de lutte contre la polio. Les Rotary Club de Cocotier et de la Haie-Vive ont sensibilisé des conducteurs de taxi-moto sur les conséquences de la polio et l'importance de la vaccination pour les enfants. Réduction sensible de l'influence de la société civile sous le régime Talon, c'est le constat fait depuis l'avènement de ce régime. Pourquoi cet état de choses? La réponse dans cette édition. Au Zimbabwe, l'Organisation mondiale de la santé a annulé la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS, une décision qui a réjoui le principal parti d'opposition et des structures non gouvernementales. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue aujourd'hui, 24 octobre 2017, journée mondiale de lutte contre la polio. Pour commémorer l'édition 2017 au Bénin, les Rotary Club de Cocotier et de la Haie-Vive ont procédé ce jour à la sensibilisation des conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, sur les conséquences de la polio et l'importance de la vaccination pour les enfants. Suivez ici un extrait des propos du docteur Marie Bassabi au micro de Laurent Tonekes et Fiac Voiton. La poliomyélite, en fait, c'est une maladie qui est due à un virus. Et le virus s'appelle poliovirus sauvage. Lorsqu'on est atteint de cette maladie, on a souvent des céphalées, des maux de ventre et en quelques minutes, voire quelques heures, une paralysie. Et lorsque rien n'est fait, en quelques minutes, on peut en mourir. Les gens qui sont plus atteints, c'est nos enfants, les enfants de 0 à 5 ans. C'est eux qui sont atteints de cette maladie-là. Mais comme on ne peut pas faire de conférence à de petits-enfants, on passe par les parents. Les messages que vous devez porter, c'est de dire à tous les mamans, dès qu'elles accouchent, de faire vacciner les enfants. Parce que c'est la vaccination qui est la seule arme aujourd'hui qui nous permet de lutter contre la poliomyélite. Lorsqu'il y a les journées nationales de vaccination, que ces mamans-là acceptent et les papas acceptent de faire vacciner les enfants. Parce que dès qu'il y a un cas dans le monde, c'est que tous les enfants sont en danger. Dénonciation, grève, sit-in, marche, le regain d'activité des syndicats et autres organisations de la société civile est assez remarquable sous le régime de Patrice Talon. Mais les limites de leurs actions sont tout aussi visibles plus que sous les gouvernements précédents. Pourquoi cette baisse d'influence de la société civile sous la rupture? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Sewan. La situation est si grave qu'on a été obligé de s'entendre pour faire face à la gouvernance du président Patrice Talon. S'unir et impacter, les syndicats sont désormais contraints à cette règle. La polémique de la baisse de l'influence des organisations de la société civile OSC sur la gouvernance sous l'ère Talon n'est plus un potin. En 2016, je rappelle l'intersyndicale de la santé a fait grève pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le président n'a pas réagi et cette fois-ci, vous avez vu, la grève a repris dans le secteur de la santé. Malgré cela, il est resté intraitable. En dehors des syndicats, le même bilan est aussi fait sur les limites des actions menées par les organisations de la société civile. À faire le point, c'est qu'il y a des limites à ces actions qui se mènent de plus en plus parce que les interlocuteurs qui sont en face ne sont pas nécessairement ceux de nature à discuter, de nature à s'ouvrir largement déjà sur ce qu'ils font pour que les gens puissent intervenir sur ça et ensuite par rapport à ce qu'ils font, les propositions qui se font par la suite pour que de manière concertée on puisse arriver à un juste milieu qui paie. Et s'il n'y a pas ce d'interlocuteurs favorables à tout ce que vous dites, c'est normal qu'on puisse noter qu'il y a eu d'une manière ou d'une autre une baisse de performance. La CSTB indexe aussi la signature par d'autres syndicats de la charte sur le dialogue social, frein à l'influence de la société civile. Signer une telle charte qui précise qu'il faut attendre 3 ans avant d'amender. Et puis la charte prévoit un conseil national de dialogue social de 30 membres, dont 10 du gouvernement, 10 du patronat privé et 10 des travailleurs. Donc 20 patrons contre 10. La signature de la charte avait comme objectif de ligoter
les travailleurs. Dans une certaine mesure, ça a freiné certaines confédérations. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison à la CSTB qui effectivement avait refusé de signer la charte. Sur un autre registre, le manque de moyens financiers constitue aussi l'os dans la gorge de la société civile. L'action citoyenne aujourd'hui nécessite de l'argent pour pouvoir continuer. Et les organisations de la société civile n'en ont pas. Les membres ne cotisent pas et il est difficile de plus en plus de disposer de subventions. Et même lorsque vous avez des subventions, ce n'est pas nécessairement des subventions ouvertes. Il y a des conditionnalités qui ne vous permettent pas toujours de faire toutes les actions que vous souhaitez. Souleymane Koto-Yerima évoque également un problème de relève au sein des organisations de la société civile. Cependant, il faut noter que lorsque le régime actuel est arrivé, il y a eu des concours de circonstances qui ont favorisé la présence d'un certain nombre d'acteurs de la société civile dans des institutions de la République parce que des partenaires techniques et financiers et une certaine législation l'ont favorisé. Et aujourd'hui, ces acteurs ne sont plus nécessairement aussi percutants qu'il le faut. Mais la société civile, d'abord, c'est qui? C'est quoi? C'est là où le véritable problème doit se situer au niveau du Bénin parce que nous sommes dans un paysage où on pense que c'est des individus qui constituent la société civile. Non, c'est tout le monde qui est concerné par l'action de la société civile. C'est tout le monde qui est acteur social d'abord avant d'être dans une autre sphère. Et c'est tout le monde qui devrait pouvoir se sentir concerné. De sorte à ce que lorsqu'un individu quelconque s'en va, qu'il puisse avoir quelqu'un qui puisse le remplacer. Un appel à l'ensemble des organisations de la société civile pour la restauration de leur influence pour une meilleure gouvernance. Actualité à l'université d'Abomey-Calavi, la suppression de la gratuité de l'inscription dans les universités continue de susciter des réactions. Cette fois-ci, c'est le syndicat national de l'enseignement supérieur SINES qui s'est prononcé. Je vous invite à écouter un extrait des propos du secrétaire général. Je crois que la décision de payer, de changer les frais sur la SINES, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le CB de Boycon qui parlait de l'élévation du RMT que le problème a été posé. Mais il faut avoir une pédagogie. Bien sûr, le montant est tôt. Ça, je reconnais ça. Et comment ça a été livré aussi, il n'y a pas eu de pédagogie. Mais, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'enseignement gratuitement. Soit c'est les contribuables, soit c'est l'État. Si l'État juge que l'enseignement doit, comment on appelle, gratuité de l'enseignement, l'État doit envoyer la cause partie aux établissements. On disait que les examens étaient gratuits et les frais de formation. Je crois qu'il faut trouver l'argent quelque part. C'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve le problème. On ne peut pas étudier à l'enseignement supérieur gratuitement. Si c'est dans la Constitution qu'il ne doit pas étudier gratuitement, il faut que l'État donne la contrepartie. Donc c'est une fuite en avant de l'État de changer les frais de pour dire que les enseignants n'ont pas payé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'étude à l'enseignement supérieur n'est pas gratuite. À l'instant, Vincent Hondé D'accord, secrétaire général du SINES, au micro de Laurent Tonekes et Denis Marouya. 3000 faux dossiers. C'est le résultat qui ressort de la bancarisation des bourses et secours universitaires. Pendant de longues années, il a été soutiré de la caisse de l'État 3000 allocations perçues par des étudiants que d'aucuns qualifieraient de fantômes. L'information a été confirmée et annoncée par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, au cours de la rencontre du chef de l'État avec la diaspora. Comment les étudiants ont-ils accueilli cette nouvelle? Quels en sont leurs ressentis? Éléments de réponse dans cette voix populaire réalisée par Aristide Setti et Denis Marouya. La preuve que notre administration a un problème, c'est la preuve que le pays a un problème. Parce que si des gens, plus de 3000, percevaient des sous illégalement, ça veut dire qu'il y a un vide. Et c'est ce que nous, on a toujours dit, plus de contrôle dans la gestion de la chose publique. Vous savez, c'est une collaboration entre l'autorité et forcément certains responsables étudiants ou bien certains étudiants impliqués dans le système. Et nous savons également comment ça se passe. C'est pourquoi, quand les listes sortent très souvent, vous allez remarquer qu'il y a des noms, des gens qui remplissent très bien les conditions, mais dont les noms ne sortent jamais. Par rapport à ce qui est découvert là, je peux caractériser ou appeler ça du vol. Puisqu'il y a des étudiants qui sont normalement dans le besoin, qui méritent vraiment d'avoir
qu'on leur octroie leur bourse normalement, mais ces étudiants n'ont pas la possibilité d'avoir ces bourses en temps normal. Et ce sont des personnes qu'on crée pour détourner les fonds. Je crois que ça, c'est du vol et c'est très méchant de la part de ces personnes-là. Le système de paiement des allocations universitaires devait être un système sophistiqué qui serait en mesure de détecter au fur et à mesure des étudiants et faussaires qui tentaient de s'infiltrer dans les étudiants, dans la ligne des étudiants allocataires. Ici, c'est aujourd'hui, on détecte 3000 étudiants qui percevaient frauduleusement. C'est grave et pour l'université et pour la nation parce que ça, c'est un manque à gagner. Disparus à la sortie des classes ou à la faveur d'une promenade, les cas de disparition d'enfants sont très fréquents depuis quelques mois au Bénin. Les parents d'élèves prennent d'assaut les radios de proximité pour des avis de recherche. Que pensent les citoyens béninois de la résurgence de ce phénomène? Suivez. Vraiment, c'est un phénomène qui nous rend triste parce qu'on ne comprend pas. Chaque fois, on entend l'enfant est perdu ici, par-ci, par-là. On ne sait pas quoi faire. Bon, ce que moi je vois est que les parents prennent des dispositions pour s'occuper bien de leurs enfants, surtout les enfants qui vont à l'école. Il faut un suivi. Il faut que les parents suivent leurs enfants de près. Tout le monde peut être en sécurité aussi grâce à l'effort de l'État, mais les parents aussi ont un grand rôle à jouer. Oui, on a appris que la disparition des enfants évolue du jour en jour. En tant que mère, moi je ne peux jamais accepter la disparition de mon enfant parce que si je me rappelle des souffrances, je ne peux jamais accepter ça. Donc on demande aux autorités de nous aider en punissant ces gens-là pour que nos enfants aient la paix. Je pense que c'est une situation qui doit toucher plus d'une personne, que ce soit privé, parapublic ou étatique. C'est une situation qui rentre dans une gangrène pour laquelle beaucoup de parents devaient se poser les questions les plus importantes. Qu'est-ce qui serait fait pour que ce genre de situation ne continue plus dans notre société? Des prises de décisions qui doivent être prises par le gouvernement et toucher les secteurs spécialisés pour que de telles choses, de telles pratiques ne continuent plus du tout. Ce sont les différentes thématiques qu'il faudrait que cela soit revu afin de trouver des approches de solutions éventuelles. Infosport, à présent, une nouvelle discipline sportive est initiée au Bénin. Il s'agit du jeu de balle au tambourin. En quoi consiste ce jeu de balle au tambourin? La réponse, c'est avec Laurent Roland Tonekes et Fiacre Voiton. Désormais, une nouvelle discipline inscrite au nombre des activités sportives au Bénin, le jeu de balle au tambourin. Qu'est-ce que le jeu de balle au tambourin et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Le jeu de balle au tambourin, c'est une discipline collective qui se joue individuellement. C'est un jeu qui se joue comme le tennis. Et les règles sont presque les mêmes, mais le décompte diffère légèrement. Et la différence ici entre tennis et jeu de balle au tambourin est qu'il n'y a pas de filet. Le jeu ne se joue pas avec raquette, mais plutôt avec tambourin. Et tennis dépressuré. Le jeu de balle au tambourin est créé dans les années 1860, précisément dans le Languedoc en France. Mais il faut préciser aussi que cette discipline se pratiquait en Italie en 1660. Ainsi, avec la collaboration entre les deux pays, une fédération a été créée en 1909 et des règles communes ont été rédigées. En 1923, après quelques années de suspension, la France a repris les activités. Aujourd'hui, cette discipline qui est considérée comme une discipline typiquement française se pratique dans plus de 30 pays dans le monde, sauf en Afrique. En dehors de la diaspora sénégalaise qui pratique ce jeu en France, le Bénin est le premier pays où la balle au tambourin se joue. Nous avions connu cette discipline grâce à la collaboration d'un ami qui est aujourd'hui le vice-président de la Fédération internationale du jeu de balle au tambourin. On l'appelle Chordi Monkoussi. C'est grâce à lui que nous avions connu la discipline. Et on a commencé la collaboration depuis 2015. Et ce n'est que le 22 janvier
2017 qui nous ont envoyé du matériel. Sinon qu'en 2015 déjà on jouait, on faisait la théorie. On n'arrivait pas à pratiquer, mais quand on a reçu le matériel avec les vidéos et autres, on a commencé la pratique. Le jeu du bal au tambourin n'est pas encore une discipline olympique, mais il est reconnu par les comités nationaux olympiques des pays où il se pratique. Des associations pour la promotion du jeu du bal au tambourin sont créées dans certains départements du Bénin et en cours de création dans d'autres. Ce qui, à terme, permettra de créer la Fédération béninoise de jeu du bal au tambourin, une nouvelle discipline à prendre désormais en compte. Actualité hors du Bénin, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dimanche soir à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno au Nigeria. Bilan, 13 morts et 16 blessés selon une source anonyme au sein des milices de la ville qui travaillent aux côtés de l'armée pour lutter contre le groupe djihadiste de Boko Haram. Maïdougouri ville où a été fondé le groupe djihadiste nigérien a retrouvé une paix relative malgré des attentats sporadiques. Toutefois, la ville de Kondouga, à 20 km de la capitale, est le théâtre de nombreuses violences depuis quelques mois. Écoutons certaines réactions. Nous n'avons pas eu d'attentat suicide depuis 54 jours. Mais ce qui s'est passé hier est très triste. 3 femmes kamikazes ont réussi à se faufiler à Maïdougouri. Soudainement, un homme s'est précipité vers nous, ne sachant pas qu'il était un kamikaze avant que la bombe explose. Après l'explosion, 2 femmes ont couru et un membre de la milice de quartier a voulu les chasser en leur criant dessus, mais il ne pouvait pas leur tirer dessus. Les femmes se dirigeaient vers des civils qui les attaquaient sans utiliser d'armes. Et quand les femmes se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'alternative, elles ont détourné leurs bombes. Destination le Kenya, le ministre kenyan de la Sécurité a déclaré que les services de sécurité sont prêts à assurer une répétition calme et pacifique de l'élection présidentielle le 26 octobre et demande de faire preuve de fermeté et de retenue dans le processus. L'IEBC nous a fait savoir quels étaient leurs besoins. Nous les avons discutés. Nous avons fait toutes les préparations nécessaires, a-t-il insisté. Le scrutin de jeudi fait suite à l'annulation le 1er septembre par la Cour suprême de l'élection du 8 août dernier, marquée par la confortable réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Écoutons, suivez un extrait des propos de Fred Matindi. Nous sommes tout à fait prêts à nous assurer que nous appuyons l'IEBC parce qu'ils nous ont fait savoir quels étaient leurs besoins. Nous les avons discutés et nous avons fait toutes les préparations nécessaires. J'ai rendu visite à certains d'entre vous. J'ai eu des réunions avec certaines de vos régions et comités préparatifs et j'ai eu l'occasion d'écouter la planification que vous avez faite et je suis confiant sur le fait que nous sommes prêts à répéter ce que nous avons fait le 8 août. Vous avez le soutien du ministère. Soyez ferme pour garantir que la loi soit respectée. Adoptez une attitude très objective et directe pour régler ce qui doit être réglé en gardant à l'esprit que nous devons nous trouver dans un endroit où nous ne sommes jamais allés auparavant. Les passions sont exacerbées dans le pays en ce moment. Les émotions sont fortes. Nous avons aussi la responsabilité en tant que dirigeants de maintenir notre pays uni. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS, tentant de mettre fin à la polémique. Le choix du président Mugabe, annoncé cette semaine par le directeur général de l'OMS, avait provoqué une levée de boucliers d'ONG dénonçant l'effondrement du système de santé zimbabwéen sous le régime Mugabe. Ces ONG, surtout le principal d'opposition du Zimbabwe, ont salué la décision du patron de l'Organisation mondiale de la santé d'annuler cette nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur. Réaction des opposants et quelques citoyens du pays. Mugabe est la dernière personne à mériter recevoir ce genre de nomination prestigieuse. Pour tous ceux qui connaissent le système de santé dans le pays et comment il a été saccagé par des décennies de politiques économiques ruineuses de Mugabe, de politiques corrompues, l'ensemble du système de santé publique, à tel point que lui-même et sa famille ne demandent pas de traitement au niveau local, mais ils doivent se rendre à Singapour, à Dubaï ou en Chine. Près de la moitié de la population d'Harare n'a pas accès à l'eau potable et courante
Je peux continuer encore et encore. On peut écrire une thèse de doctorat sur l'échec de Mugabe et de son régime au fil des années. Je vous dis, c'est une série de mauvaises gestions, corruption sans précédent. Cela montre aussi que le président Mugabe a perdu la confiance de la communauté internationale, a perdu la confiance des Zimbabwéens qu'il dirige et est devenu un homme isolé. Si vous regardez le système de santé du Zimbabwe, il a dégringolé au plus bas. Si vous avez eu le choléra, si vous avez eu la typhoïde au Zimbabwe, ce sont de petites choses qu'un pays peut améliorer si vous avez un bon système de santé. Mais quand l'OMS a accordé à Mugabe cette responsabilité, je pensais qu'il avait perdu la tête. Avec la situation sanitaire du Zimbabwe, des gens meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Nous pensions que c'était une insulte de dire que Mugabe pouvait être de bonne volonté quand il ne peut même pas étendre la bienveillance à son propre pays. Dernière information avant de boucler cette édition. Nous sommes en France. Depuis plus de 2 ans, les fermiers engagés dans l'agriculture biologique attendent les aides qui leur sont promises. Nombreux se disent au bord de la faillite, alors que les négociations autour de l'agriculture sont au cœur des états généraux de l'alimentation. Les agriculteurs bio s'interrogent sur la volonté du gouvernement de les soutenir et de promouvoir leur mode de production. Reportage. Manifestation d'agriculteurs bio à l'Agence des services et de paiement de Limoges en août dernier. Ils dénoncent les retards de paiement des aides de l'État depuis 2 ans. Ces aides sont destinées aux agriculteurs conventionnels qui se convertissent au biologique. Guy Van Lerberge a sauté le pas en 2015. Il possède 200 hectares de pommiers et de céréales. Et ce sont plus de 200 000 € qui manquent à l'appel. Les aides à l'agriculture biologique viennent compenser simplement un manque à gagner sur le marché. C'est-à-dire qu'on sait qu'en agriculture biologique, on va produire certainement entre moitié et 1/3 de moins. Et elles sont primordiales sur les 3 premières années, parce que les 3 premières années, on reste avec un prix du conventionnel, avec 1/3 de moins de production. Ces retards touchent plus de 25 000 agriculteurs en reconversion. Aujourd'hui, après la suppression de l'aide au maintien des exploitations biologiques, la filière s'inquiète d'un désengagement de l'État. Pourtant, le marché du bio a connu une croissance de 20% en 2016. On a face à nous un gouvernement qui est plus pressé de trouver des débouchés pour l'agro-industrie, de continuer à précariser le monde paysan pour produire ce qu'ils appellent du minerai, c'est-à-dire de la matière brute, que l'agro-industrie va transformer en faisant moult bénéfices et de nombreux profits, plutôt que d'orienter les gens vers de la réflexion sur leur système, de l'autonomie et une agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement. Pour expliquer les retards, le ministère de l'Agriculture avance des problèmes informatiques et une refonte de la carte nationale des parcelles agricoles. Une mesure demandée par Bruxelles. Malgré le déblocage de 343 millions € au mois de février, le total n'y est pas. L'enveloppe budgétaire allouée au bio reste sous-estimée, alors que le nombre d'agriculteurs bio a bondi de 40% en 2015. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. À demain.